Alors bonjour d'abord à tous, merci d'être venus. Alors cette réunion, ça a été un petit peu difficile à organiser, ça aurait dû être le samedi 27, et puis on n'a pas pu parce que la salle finalement elle était retenue, on avait un petit peu mis dans l'embarras avec ça, donc le dimanche. Alors, il y a des gens qui n'ont pas pu venir, il y en a d'autres qui ont pu venir, ça a été un petit peu compliqué à organiser. D'abord, un remerciement à Paul, parce que c'est lui qui a payé la salle, il faut le dire quand même, il faut le remercier. Merci Paul. L'année dernière, pas non plus. Après, on va regarder très rapidement la dernière réunion. La plupart d'entre vous y étaient, je pense que c'était en 2017 à Nîmes. On avait pu avoir une salle municipale gratuite, mais là, bon, c'est pas le cas. Que vous dire? Voilà le programme de la journée, très rapidement, hein, parce qu'après, c'est Michel et Pierre-André qui vont nous... C'est ça, hein, Pierre-André, est-ce que ça... Parce que je n'ai pas assimilé les prénoms. Voilà, qui vont nous présenter un certain nombre de choses. Moi, je voulais faire des démonstrations, mais là-bas, rien ne marche. Mais vous verrez quand même des écrans. Ça vous permettra de voir ce que ça devrait donner s'il y avait quelque chose dans les écrans. Voilà. Moi, j'ai du Porsdam et du Remote SDR là-bas. Voilà, bon, je vais juste vous faire une toute petite rétrospective 2017, tu peux revenir sur la diapo Nîmes 2017. Alors, ouais, je dois être juste avant. Je ne connais pas Windows. Alors, Nîmes 2017, je sais pas, tu mets n'importe laquelle, il y en a 3 de photos. Ouais, alors je commence par la première. Voilà, ça c'était en 2017, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait DZP qui nous avait présenté Minituner, Minitune, le logiciel associé au Minituner Pro qu'il allait sortir. Voilà, c'était un produit absolument extraordinaire. Et qui est toujours extraordinaire. Et qui est toujours extraordinaire, bien sûr. Et voilà l'autre photo. Alors ça, c'est une autre photo de la salle. C'était LVO qui avait fait les photos. Hein. Voilà, c'est juste pour voir juste pour se rappeler ce que c'était. Et voilà, Jean-Pierre qui vous avait montré ça. Il va filmer. Je pense. C'est juste une petite rétrospective. Essaye. Je vais essayer. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne me rappelle pas. Juste dessus. C'est Atterris et Péril, là. Ah mais non, d'accord. C'est une photo qui n'a rien à voir. Voilà, c'est bon. Eh bien, on va pouvoir démarrer. Après, je vous montrerai 2-3 photos de l'Egual, mais c'est juste pour vous dire ce que c'est que l'Egual, qui est un relais télévision, un des rares relais télévision. Enfin, il y en a d'autres en fonction dans le coin, mais celui-là, c'est celui dont je m'occupe, quoi, avec Mathieu et Raphaël. Surtout Raphaël. Voilà. Mais donc, vous allez pouvoir suivre ce que va nous montrer Michel. Voilà. Merci. Merci à vous d'être venus. Ça a été laborieux organisé. On est là. La prochaine dans 5 ans. Ah, quand même pas 5 ans. Voilà, bien le bonjour. Donc, je suis Michel, HB9DUG. Parce qu'il y a un autre Michel qui est AFO, que vous avez vu la dernière fois. Voilà. Je suis un des membres fondateurs du Suisse ATV, qui a été fondé il y a 30 ans, cette année, voilà. Puis ça a bien changé, avant on était un groupe indépendant, et puis après, un comité, après 10 ans de bons et loyaux services, a dit qu'il faudrait bien que quelqu'un d'autre vienne reprendre tout ça, et puis malheureusement rien s'est passé, alors on s'est intégré avec un autre groupe, qui s'appelle l'IAPC, vous voyez, peut-être dans le coin en bas, l'IAPC, qui est un groupe qui a 35 ans de vie, qui fait dans le digital, qui faisait le paquet, qui faisait plein de trucs sympas. Maintenant, ils font du Hamnet et d'autres services. Et puis, on s'est intégré avec eux comme groupe technique faisant de la télévision. Voilà. Alors, je vais vous parler d'un truc qui me passionne depuis un petit moment. Après avoir vu ce qu'on pouvait faire avec QO100, je me suis dit que ce serait intéressant pour essayer de reproduire ça, de faire un relais transparent. Donc son principe, c'est ce qui rentre, c'est ce qui sort. Donc si on met du chenille à l'entrée, il y a du chenille qui sort à la sortie. Que ce soit, dans notre cas, ce qui m'intéresse, c'est la TV, mais évidemment ça passe aussi de la SSB, de n'importe quelle modulation, puisque c'est transparent. Voilà.
comme introduction. Et puis, moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est qui c'est qui a entendu parler de l'Adam Pluto? Si vous pouvez juste lever la main. J'ai une idée. D'accord. Alors, j'ai dit entendu parler, puis maintenant, qui c'est qui l'utilise? Ah, il y a quand même pas mal de trucs. Et puis, vous faites quoi avec? Vous faites de la SSB? Vous faites de l'écoute? Vous faites de la TV? LDR et Sapagem. D'accord. Ok, voilà, pour avoir juste une idée de ce que vous connaissez. Alors bon, je vais juste faire un petit rappel parce qu'en fait, alors j'ai fait des présentations très très courtes, c'est juste pour vous faire envie. Et puis après, il faut aller piocher un peu, soit sur le site du Suissa TV. On a fait aussi des petites plaquettes là pour démarrer différents logiciels qui sont intéressants, dont on parlera aujourd'hui. Donc, le Pluto est quelque chose d'assez intéressant qui a été développé par Analog Device comme un produit justement pour étudier, pour les étudiants, pour apprendre. Il est absolument complètement ouvert, il n'y a aucune protection, donc c'est open source, donc on peut accéder à tout le logiciel, absolument tous les schémas, tout, même pour reproduire le print si vous voulez, c'est complet. Donc il y a deux parties principales dans le Pluto. Il y a voilà, c'est l'effet démo, je l'ai contrôlé en partant, il marche très bien. Bon. Il y a deux parties dans le Pluto qui sont importantes. Vous avez en haut le chip qui est le transceiver, donc c'est vraiment que toute l'intelligence est vraiment là-dedans. Donc c'est un chip extrêmement performant. Je vous montrerai un peu plus en détail après, parce qu'on a besoin de savoir 2-3 petits trucs pour pouvoir faire le relais transparent. Donc dedans, il y a une chaîne de réception, il y a deux chaînes de réception, deux chaînes d'émission. Vous avez les mixeurs, vous pouvez faire des fils digitaux dedans. Donc impossible à reproduire en hardware, donc tellement qu'on peut les faire Sharp et tout. Et puis ensuite, la deuxième partie, vous avez Xilinx, qui est en fait un microprocesseur, qui est aussi dessus. C'est un petit ordinateur comme le Raspberry Pi, qui est intégré directement sur la carte. Alors c'est assez génial comparé aux autres SDR qu'on a, comme les Lime SDR, ou bien les clés RTL. Elles n'ont pas de processeur dedans, donc on a besoin de quelque chose d'autre pour traiter le signal. Donc là, c'est tout intégré. Voilà. Et puis ça fonctionne sur toutes les plateformes qui existent, c'est-à-dire Linux et Windows, aussi sur le Mac. Et puis on peut l'attaquer avec des ports USB, et ça supporte aussi l'Ethernet à travers un petit convertisseur USB Ethernet. Mais tout le stack Ethernet est déjà dans le board. Voilà, juste pour vous donner en gros le produit. Et une autre chose importante, évidemment, ça c'est du hardware, mais il faut du logiciel. Donc Analog Device a développé toute ils appellent ça un framework, un environnement qui tourne sur tous leurs produits Analog Device. Parce que ça c'est juste ils ont des cartes qui valent quelques milliers de francs, avec des convertisseurs analogues digitaux dessus qui sont ultra rapides. Il y a tout un environnement. Excuse-moi, tout le monde avait rempli? Non, pas. Donc, il y a ce framework qui est fait. Et puis là-dessus, en fait, ils ont développé des librairies que je vous expliquerai après, qui nous rendent la tâche bien simplifiée, parce que la datasheet, et puis avec tous les détails de ce produit-là, c'est à peu près 200 pages. Donc de tous les registres, de tous les détails. Donc pour moi et pour la plupart d'entre nous, c'est du Tinex, c'est beaucoup trop compliqué. Voilà. Donc ensuite, en fait, je me suis intéressé, puis j'ai commencé à regarder ce schéma que vous voyez là, qui est extrait justement de la datasheet. Alors il y a différents modèles de ce chip. Nous, ce qu'on utilise dans nos Pluto, c'est celui qui a 2 récepteurs et 2 chaînes d'émission. Alors ici, vous voyez
une des chaînes, ça c'est la chaîne de réception. Vous voyez ici qu'il y a les deux lignes de réception. Sur les premiers Pluto qu'on avait, il y a juste le port SMA. Et puis dedans, il y avait le deuxième circuit, mais il n'y avait pas de connecteur, rien du tout. Donc il fallait bidouiller pour sortir le deuxième canal. Et tous les derniers maintenant, dedans, il y a ces sub-connecteurs là, tout petits. UFL. USL, ça s'appelle. UFL, ouais. Voilà, ceux qu'on aime, quand on pèse dessus, ils se pètent aussi, hein, donc il faut y aller gentiment. Quand on les enlève, surtout. Donc c'est tout équipé maintenant, donc c'est plus simple. Aussi pour amener une locale externe, en principe à 40 mégas, qu'on fait avec un petit GPS. Si on veut stabiliser ça pour faire de la SSB sur course. Et puis en regardant ce schéma, j'ai vu quelque chose d'étonnant. Je dois dire, j'ai vu aussi dans la datasheet, parce que quand j'ai scanné la datasheet, j'ai vu qu'on pouvait faire, il y avait une fonction qui s'appelle loopback, j'ai entouré ici en jaune, en fait, qui ponte la réception directement avec l'émission. Waouh! Sans sortir du chip, en restant dans le chip. Alors ça, c'est super intéressant, parce qu'ici, vous voyez, à toute la chaîne, vous avez des filtres, vous avez toutes ces choses-là qu'on peut utiliser. Alors moi, je ne suis pas le grand spécialiste, j'utilise les filtres par défaut. Mais quelqu'un comme Évariste, lui, avec un autre soft, il peut refaire des filtres. Et après, on peut les charger dans le Pluto. Donc j'ai vu ça, après j'ai pioché dans la datasheet, puis j'ai vu qu'il y avait une fonction qui permettait de faire le pontage directement à l'intérieur du chip. Donc moi, j'ai fait des essais de faire des relais. Alors je prenais le mini-tuner, je sortais, démodulais, et puis je renvoyais ça dans un Pluto, puis avec un PC au milieu ou un Raspberry Pi. Alors c'est un mode de relais qui est bien, parce que ça régénère les signaux. Mais ça, c'est aussi intéressant d'être transparent pour pouvoir expérimenter toutes sortes de modulations, ce qu'on ne peut pas faire avec nos relais actuels. Donc j'ai vu ça, et ensuite j'ai vu aussi quelque chose qui est indispensable si vous voulez faire un relais, il faut de la GC. Et puis ça, c'est toujours embêtant un peu à faire, en hardware et tout. Eh bien, eux, ils y ont pensé. Donc ici, il y a un AGC qui est directement dans le chip. Donc, il n'y a vraiment aucun hardware à faire. C'est juste faire quelques commandes, parce que vous verrez, c'est vraiment juste quelques commandes. Et puis ça fonctionne. J'ai oublié de dire que toutes les présentations, on les mettra sur le site de Suissa TV. Ici, regardez. Donc voilà comment ça se passe. Alors évidemment, après, on n'a non plus pas tellement de limites de performance, parce que le Pluto, il était conçu justement comme un produit très bon marché. Donc aujourd'hui, en Suisse, si on commande chez Moser, c'est 200 francs, donc 200 francs suisses. Ils sont vraiment 204 francs, hein, les derniers qu'on a achetés. Ouais, hors taxe. Hein. Ouais, hors taxe. Ouais. Bon, ouais, mais nous, la TVA, c'est 8%, donc c'est rien. Donc, mais pour que ce soit bon marché, ils ont mis un USB 2. Donc évidemment, ça nous limite au throughput. Si on veut faire de l'entrée-sortie, juste pour faire un relais, je dirais, avec un mini-tuner, et puis ça limite peut-être dans les hauts débits. Alors là, comme c'est tout interne, on n'a plus ce problème-là. Là, on peut faire des débits tout à fait élevés. Alors ensuite, il faut programmer ce chip. Et puis là, c'est là que rentrent en ligne ces différents logiciels qui ont été mis à disposition par Analog Device. Alors ça tourne sur toutes les plateformes. Comme vous voyez là, il y a le petit logo, c'est sous Linux, mais il y a sous Windows et Mac. Et il y a différentes choses. Donc il y a cette structure qu'ils ont mis en place, qui est généralisée pour tous leurs produits. Puis ensuite, il y a des librairies. Alors ça, c'est pour les pontes en C, C++, et tous ces langages-là. Mais il y a aussi en Python. Et puis, vous verrez, le langage Python, c'est pas compliqué du tout. Donc, c'est ça que j'ai utilisé pour faire le prototype. Et puis, pour nous rendre encore la vie plus facile, il y a un outil qui nous permet directement au clavier de tester les commandes et tout ça sans écrire une seule ligne de code.
Et ça tourne aussi sur tous les environnements qu'on connaît. Et puis finalement, pour nous rendre encore la vie plus facile, ils ont fait une librairie sous une interface entre les librairies de bas niveau et Python. Donc on peut directement, juste avec des commandes Python, très simplement programmer le chip. Voilà. Et puis pour ceux qui intéressent, il y a tous les liens. Et puis, alors ça c'est assez super, ça s'appelle Python SDR. C'est un guide pour vous expliquer, pour nous expliquer toute la gestion digitale de signaux. Et c'est vraiment très très bien fait. Il y a plein d'exemples. Vous pouvez suivre, vous pouvez les retaper, vous pouvez même les télécharger. C'est des fois juste quelques lignes qui vous expliquent un peu tout le fonctionnement des SDR. Alors voilà, je fais court là. Voilà le petit bout de logiciel donc, que j'ai écrit pour pouvoir mettre le Pluto en mode transpondeur. Alors vous voyez, il y a très peu de lignes. Il y a ici, pour dire, on assigne, si vous voulez, à SDR, où est mon Pluto, à quelle adresse il est. Bon, là, moi, je l'ai sur Ethernet. Mais ici, vous pouvez l'avoir à travers l'USB. Alors, vous aurez le fameux 192.168.2.1 à la place. Ici, je dis à quelle vitesse je fais le sampling de mes signaux qui rentrent et qui sortent. Ici, à 8 mégas. Mais on peut très bien faire 16, même 32, parce que comme ça reste en interne, c'est vraiment très performant. Ça vous augmentera après la possibilité de largeur de bande pour regarder les signaux. Et après, il y a une partie réception. Je lui dis quel canal j'ai utilisé, puisqu'il y a 2 canaux de réception. Donc le 0, c'est celui qui a la SMA. Je dis la fréquence centrale de réception, 437 mégas. Et puis je dis la largeur de bande que je veux regarder, 2 mégas. Mais 4, 8, ça marche très très bien. Et ensuite, à la mission, on fait la même chose. Je dis quel canal je veux prendre. Je lui dis la fréquence de sortie, 1280 mégas. 2 mégas de bande passante. Ici, il y a un buffer qui est cyclique. Ça rentre, ça sort. Et puis ensuite, ici, il y a la commande pour dire la puissance de sortie. Donc, au début, je mets à 0. Ensuite, je mets plutôt en loopback. Vous voyez ici. L'AGC, on peut le mettre, il y a 3 façons. Il y a slow, il y a fast, puis hybride. Et puis ensuite, je remets en route la partie ampli. Puis là, j'ai juste une petite boucle. Ça, c'est pour tester. Puis tant que je fais rien, il fonctionne. Et puis si je lui dis moins 60, bah, il s'arrête. C'est pour éviter de faire CTRL-C, CTRL-C pour arrêter le programme. Donc vous voyez que c'est simple, c'est pas très compliqué. Et ces principales commandes sont documentées justement dans la librairie, mais dans le petit document. Voilà, moi je ne suis pas du tout un programmeur, donc voilà, je suis arrivé à faire ça pas trop mal. Et puis ensuite, évidemment là c'est embêtant parce que dans le Pluto, on n'a pas Python. Parce que l'environnement du Pluto, en fait, il est tout contenu, on dit firmware, mais c'est du soft, pas seulement du firmware. C'est loadé dans le Z-Link, là, dans le CPU, et puis dans les gate arrays. Et puis tout ça, en fait, c'est fixe. Donc si vous allez modifier des choses, ça marche tant que vous êtes plutôt enclenché, mais au moment où vous l'éteignez, ça disparaît. Bon, maintenant, ils ont changé un petit peu, il y a un drive permanent, on peut mettre des choses dedans. Mais quand j'ai fait au début, il n'y avait pas cette possibilité. Donc, comment je veux faire quelque chose qui n'a pas besoin d'un Raspberry ou encore d'un ordi pour le faire tourner, j'ai utilisé le niveau plus bas, qui lui est dans le Pluto, qui est accessible directement dans le Pluto. Donc on fait juste un fichier, et puis après il peut s'exécuter. Et en fait c'est toujours la même chose, simplement c'est un petit peu plus difficile à lire,
Ici, ben, je dis, ben, voyez ici, j'étais en USB avec le Pluto. Puis la commande est un peu plus voilà, embêtante. Là, je lui donne la vitesse d'échantillonnage. Ici, à la réception, je lui dis quel port utiliser. Là, j'ai l'AGC, la bande passante, et puis la fréquence. Puis la même chose à l'émission, ça se répète. Et puis après, ça s'exécute. Puis bon, bah, là, j'ai mis une sortie pour pouvoir faire les essais. Et ça tourne tout dans le Pluto. Donc, c'est ce que je vous montrais cet après-midi. Donc, ça tourne dans le petit Pluto, juste comme ça. Sans adjonction. Alors, après, pour faire quelque chose de viable, c'est clair que c'est mieux d'ajouter sur l'entrée un filtre, hein, pour quand même un peu nettoyer, puis que ça ne prenne pas tout ce qui est fréquence. Et puis, des amplis à la sortie, c'est clair. Mais là, on a fait des tests avec ça il y a déjà une bonne année, avec F5DB, qui est la Roche-sur-Foron. Moi, je suis à peu près à 60 km. Et puis Pierre, HB9IAM. Donc, j'avais réglé ça sur 4 mégas de bande passante. Et on avait 2 émissions à TV en même temps, de 500, SR500, sans problème. Et puis après, Pierre a fait un coup à 1000. Donc il y a la bande passante, donc ça, pas de souci. Donc là, avec Pierre-André, on a décidé de modifier un des relais de HP9TV. Oui, j'ai oublié de dire que Pierre-André, moi, puis encore Paul ici, puis un autre copain qui s'appelle Lucien, HP9AKB, on gère les relais HP9TV. Donc on a 4 relais, mais on vient d'en démonter un. Donc on a 3 relais interconnectés en digital, en DVB-S, c'est la vieille technologie SR System. Et puis on a un des relais qui est vraiment, on dit la Dôle, donc qui est en haut du Jura. Et celui-là, on l'a construit, on les a tous mis à jour, avec des plus récents, on peut les accéder avec un microprocesseur, on a des petits serveurs, tout pour les éteindre, les allumer, regarder ce qui se passe. Mais on a vraiment la chaîne d'émission qui monte sur le toit en 10 gigas, et la chaîne de réception qui sont vraiment bien séparées. Et puis, on va juste faire une commutation pour pouvoir mettre le Pluto au milieu. On n'a pas besoin d'ampli, rien, parce qu'il y a toute la chaîne qui est déjà prête. Juste rajouter une commande pour changer la chaîne du PA, du SR System vers le Pluto. Donc on va mettre ça en parallèle avec le fonctionnement normal sur HB9 TV1. On va faire ça pendant l'été. Alors on se réjouit de voir comment ça va marcher. Parce qu'en même temps, il va aussi recevoir un autre relais, justement parce qu'on a une chaîne de relais. Et on va pouvoir voir comme ça si ça fonctionne. Mais normalement, ça devrait fonctionner puisqu'on a seulement, comme si on avait une station directe qui venait, donc c'est l'autre relais qui se connecte. Donc ça devrait aussi fonctionner sans problème. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire plein de trucs intéressants avec ce petit Pluto. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, ça peut il y a avoir quelqu'un plein derrière. ouais. Ça peut avoir plein d'avantages, notamment la fonction voix de service. Finalement, on peut utiliser, on peut envoyer une image reçue par un correspondant. Le correspondant peut nous répondre en full duplex, finalement, s'il y a assez de place dans le canal. Ouais. On peut nous répondre aussi en SSB. Oui, on pourrait passer. Oui, en même temps, on a fait du talkie en FM. Oui, voilà, même en FM. Par contre, pour la législation, quand on fait un relais comme ça, où est-ce qu'on envoie notre indicatif périodique? Alors, c'est justement... c'est une bonne question. J'allais oublier de vous en parler. Mais je vous en parlerai en fait dans la présentation suivante, qui est liée au nouveau firmware qu'Evaris a fait pour mettre dans le Pluto, qui est un truc vraiment... super, vraiment super. Et là-dedans, en fait, il a fait un truc qui est très bien. Il a mis une mire déjà dedans. Vous avez une mire, ou bien vous pouvez lire un fichier, un transport stream. Donc,
il doit encore me modifier un peu le firmware pour me rajouter des commandes qui sont là, qu'il n'a pas mis parce qu'il n'y avait pas pensé, puis c'est pas un truc qu'il avait pensé qu'on pourrait faire. Donc il doit me rajouter 2 ou 3 commandes qui manquent, que je peux faire là directement, mais il va les mettre dans le firmware. Ce qui me permettra, puis j'ai déjà essayé, parce que voilà, j'ai un prototype. Donc je démarre en fait en mire. Et puis à un certain moment, il y a un signal qui vous donne s'il y a un signal à l'entrée en fait, en dB. Donc je vois tout à coup qu'il y a du signal qui arrive. Donc à ce moment-là, ben, je commute en mode transpondeur, la mire elle part, puis le relais il est disponible, et puis sitôt qu'il n'y a plus de signal, ben, ça revient à la mire. Tout ça en logiciel, pas d'utilisation de port GPIO. Voilà, ouais, rien du tout. Comme ça, j'arriverai à faire tout en interne. Ouais. Par contre, je pensais que vous alliez me poser une autre question qui est comment nos PTT, Ofcom et autres vont qualifier ça comme modulation. Ça, je ne sais pas comment ils vont faire. Bon. Moi, je suis plutôt parti du fait accompli, on va faire, et puis on verra bien ce qui se passe. Comme ce ne sera pas forcément tout le temps enclenché. Mais voilà, ça peut être aussi sympa. Quand j'ai fait ces essais, j'ai fait une autre fois, j'avais monté ça juste sur un petit trépied. J'avais un petit 10 gigas de rien du tout avec une antenne à fente et puis juste une... J'avais vu 10 gigas, sorti 10 gigas et puis entrée 1280 juste avec une antenne panneau en portable. Donc ça peut être aussi sympa pour faire des relais. Après y avoir des concours comme ça, je fais un plus grand relais, comme on faisait avec les scouts, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec les projecteurs. Hein. Du coup, vous abandonnerez complètement les SR systèmes, enfin, sur les relais transparents. Alors, non, je pense pas. Ben, disons, nous, on a pas mal investi. Tous nos relais sont avec des SR systèmes. Répétez la question. Ah, puis après, il y a la deuxième question de... Non, je disais au niveau des relais transparents, quoi. Je ne parle pas des relais télévision, uniquement les relais transparents. Ça peut être utilisé. Hein, les jeux sont intéressants, c'est autre chose, quoi. Jean-Pierre. Oui, merci d'ailleurs pour ce que tu fais, parce que ça c'est génial. Moi je voudrais revenir sur le hard. Est-ce que tu vas en parler cet après-midi ou c'est la question des alimentations 5 volts plutôt, qui m'a posé énormément de problèmes sur les premières versions. Est-ce que ah ouais, mais les dernières, ça a été corrigé, ça. Ça a été corrigé, ouais. Parce que en fait, c'est vraiment un souci pour les alimentations. Dans les premiers, c'était... Voilà. Ouais, il y avait... Parce qu'en fait, vous pouvez alimenter par celle du milieu, mais vous pouvez aussi alimenter avec celle qui est marquée alimentation, mais qui fait plus qu'alimentation. Là-dessus, vous avez un port série, donc si vous voulez rentrer dans le tuto avec une console série, vous mettez de ce côté-là. Et en fait, ce qu'il y avait... Il y a des différences de potentiel entre quand vous mettiez le 100 volts là et puis ici, puis après ça faisait des problèmes avec les masses de l'USB qui allaient vers les ordinateurs. Puis il suffisait de faire un petit bout de fil, puis de ponter, puis c'était... voilà. Mais les derniers, ça a été corrigé tout ça. Les dernières versions. Et la deuxième question, c'est le transfert sur Internet. Avec les modules externes. Donc moi j'ai chopé une première version, rappelle-toi, on a galéré pendant des semaines pour faire fonctionner sur les réseaux locaux WAN par exemple. Est-ce que ça a été réglé? Est-ce que c'est beaucoup plus facile maintenant? Écoute, je sais pas, moi j'ai jamais eu de problème. D'accord. J'ai un petit module. On en parlera en privé parce que moi j'ai toujours pas résolu le problème avec les liaisons USB. Moi j'ai un truc super bon marché qui fait en fait deux choses. Il fait le port Ethernet et puis j'ai un port USB normal, là, les gros connecteurs, et puis un petit C. Ça c'est plugué au milieu ici. Et puis là j'ai une alimentation. Moi sur ma version j'ai abandonné.
impossible. Bon, on en parle. Non, ouais. Si tu as une solution, on en parlera un peu plus sur WhatsApp. Là, je suis pas... Oui, j'ai entendu qu'il y a pas mal de gens qui ont eu des problèmes, mais... Voilà. Donc, ça vient peut-être de l'interface. Ouais. Voilà, donc il y a plein d'infos sur le site du Suisse ATV si vous recherchez. Alors, vous avez déjà entendu le mot plutôt DVB2? Vous avez vu ou... Non? Ah bon, alors là, vous êtes vraiment une guerre de retard, là. Donc on est dessin animé plutôt. Ah ouais, le dessin animé plutôt. Bon, vous savez que Évariste a développé justement pour le Pluto un firmware spécialisé qui fait la modulation DVB-S2. Ah, DVB-S2, oui, on connaît bien sûr. S2. Non, mais attends, n'allons pas trop vite. Donc il a développé un firmware que vous utilisez certainement aujourd'hui, il y en a eu plusieurs, qui fait le DVB-S2, qui est encodé dans la gate array qui attend le Pluto. C'est pour ça qu'on arrive dans le Pluto faire tout ça, parce que autrement il n'y aurait pas assez de puissance de calcul pour le faire en logiciel. Donc il a développé ça, il en a développé plusieurs versions. Vous vous rappelez qu'il y avait une interface web pour se connecter. Et puis, à un moment, il a raison, comme tout le monde, il est flemmard. Et puis il a dit, moi les interfaces, ça ne m'intéresse pas parce que je reçois des téléphones et des emails sans arrêt parce que, ah ouais, mais moi j'aimerais le bouton qui soit vert, et l'autre là, j'aimerais qu'il soit déplacé un peu à gauche de l'interface, c'est pas pratique et tout. Donc lui, ça ne le motive pas du tout de faire ce genre de choses-là. Donc il a pensé à faire quelque chose que j'ai trouvé absolument très, très intelligent. Il a décidé d'utiliser des outils de l'Internet des objets, en particulier quelque chose qui s'appelle MQTT, qui est un système de messages très courts qui sont faits justement pour commander des objets, pour aller lire votre frigo, pour aller faire plein de choses peut-être plus passionnantes dans l'industrie. Et puis il a décidé d'implémenter ça dans son firmware. Alors ça c'est le tout dernier firmware maintenant qu'il a développé. Et puis vous allez voir que ça a suscité pas mal d'intérêt. Et puis il y a des gens qui se sont lancés et qui ont fait les interfaces graphiques, le GUI pour piloter ce firmware. Voilà. Donc c'est en gros ce que je viens de vous dire. Donc il a développé ce firmware. Les premières versions, vous les avez connues, mais ça c'est la toute dernière maintenant. Et puis en plus, il y a des clones du Pluto. Il y en a deux, un qui s'appelle Pluto Plus, puis un autre qui s'appelle Ant SDR E200. Donc ça émule vraiment totalement un Pluto. Donc vous pouvez changer les deux, ça marche. Le Ant SDR E200 en plus, il fonctionne aussi avec une autre carte SD, comme les produits de Etus, des machines professionnelles. Donc ça c'est super. Puis comme je vous ai dit, c'est dans la gate array, c'est pour ça qu'on arrive à tourner ces modulations dans le petit Pluto. Escalope de poulet. Dans le standard, parce qu'il a mis le DVB-S2X, donc le tout dernier standard qu'il a développé. Et dans ce standard-là, c'est une évolution en fait de la profession, du monde de l'audiovisuel. C'est d'unifier en fait le transport. Que si vous êtes sur votre réseau LAN, vous êtes en IP, vous balancez des vidéos, vous êtes en DVB-T, vous rentrez dans le modulateur aussi en IP, ainsi de suite. Et gentiment, vous verrez que dans les années qui viennent, tout le transport se fera purement en IP. Ils sont en train de développer les nouveaux standards. J'ai vu des démonstrations, je suis abonné à une revue de la société, l'association DVB qui fait ces standards. Ils ont fait en Corée, qui est toujours très en avance dans ce domaine-là. Donc des transmissions de télévision en DVB-S2
mais en fait, le transport, c'est de l'IP. Donc le tuner qui arrive en bas, il a juste un port Ethernet, puis après, bah, vous lisez avec votre PC, votre tablette, en Wi-Fi et autres. Donc ça, c'est les développements qui viennent. Et puis justement, la première étape, c'est que dans les trams, il faut pouvoir différencier des trams qui sont au standard qu'on a aujourd'hui, MPEG-2, les transport stream habituels, hein, pour pouvoir retrouver tous nos bébés, l'audio, la vidéo et toutes ces choses. Il faut les différencier de ces trams-là, qui ont en fait des paquets IP dedans. Alors ça s'appelle GSE. Et, donc il a implémenté aussi ça. Et on peut connecter, bon, on l'a fait avec lui parce que j'étais un peu son testeur, un de ses testeurs. Donc moi j'étais connecté avec son PC en front, c'est lui sur le mien. Et vous pouvez s'échanger des fichiers, passer des vidéos. Alors c'est une autre étape de ce qu'on peut faire. Donc c'est implémenté dans ce logiciel. Alors au début c'est un peu pénible parce que évidemment le mini-tuner il ne détectait pas ces trams en fait. Lui ne voyait pas les trams standards, donc erreur, et puis ça ne marchait pas bien. Et après il y a un autre gars qui avait « Ah ouais, mais j'ai vu qu'en faisant comme ci, comme ça, bon, on pouvait quand même récupérer des bouts de tram. » Alors ils ont bricolé un petit bout de soft qui était séparé. Et puis c'était absolument pas facile à utiliser, c'était juste pour l'expérimentation. Alors tandis que maintenant, il a intégré en fait le mini-tuner dans le firmware ici, il est aussi dans le firmware ici, avec en fait, ça s'appelle Longmind, c'est une radioamateur anglaise qui a en fait un mini-tuner en Linux, qui est très 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 performant. Donc vraiment, il lock très très vite par rapport à un mini-tuner. Et puis là-dedans, il a directement mis justement, il y a des trams GSE qui arrivent avec l'IP, donc il les traite directement dans le Pluto. Donc on n'a plus besoin d'avoir 36 000 bouts de soft pour faire marcher ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? Et puis alors ce qu'on lui reprochait surtout, comme il changeait le firmware, ça ne marche plus avec les autres trucs. Moi, je fais beaucoup de GNU Radio, ça ne marchait plus avec GNU Radio. Ça ne marchait plus avec SDR console et puis d'autres SDR standards. Alors maintenant, en fait, il a changé. Et puis, quand vous arrêtez votre Pluto, il redémarre en Pluto normal. En fait, quand vous le renclenchez, c'est le Pluto normal. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Des applications normales. Voilà. Puis après, quand vous vous connectez avec les interfaces pour faire la DATV, alors lui dit « Ah, attends, mets-toi maintenant en mode, je vais vous montrer un peu plus ça. » Ça ne cohabite pas, donc il faut quand même, les deux modes ne cohabitent pas. Il est soit dans le mode, c'est difficile de faire tourner les deux firmware en même temps. Ouais, non. Ouais. Donc voilà un peu les recommandations. Comme j'ai dit avant, pour que ça marche bien pour faire de l'IP, il faut que le mini-tuner soit directement connecté sur le Pluto. Donc ça veut dire qu'il faut un petit hub, et puis avec un port Ethernet, et puis pour que ça marche bien. Voilà, le reste est standard. Ça va jusqu'à 4 mégas de SR, donc c'est bien. Voilà tous les modes qui existent maintenant. Donc, il y a un mode test qui est très pratique parce que comme ça, quand vous voulez essayer, envoyer une image et tout, vous êtes là, ouais, il faut OBS, machin, tout, ça marche pas. Est-ce que c'est OBS, est-ce que c'est mon réseau et tout ça. Là, plus de soucis. Il y a un mode test, donc ça génère automatiquement une mire avec de l'audio à 1 kHz, le standard. Ensuite, comme je l'ai dit, il y a le mode qu'il a appelé pass, donc ça fait un Pluto normal. Après, il y a DVB-S2 qui était disponible, et puis il vient de rajouter il y a 15 jours DVB-S aussi qui n'était pas dedans, donc il a rajouté le DVB-S. Son idée, c'est que
il est en train de développer sur un autre logiciel qui s'appelle SatDump. C'est un logiciel qui est un peu la mecque de ce qui se fait pour suivre tous les CubeSat, décoder toutes les images. Je ne sais pas combien il y a de décodeurs là-dedans. Je croyais d'avoir une centaine de décodeurs pour tout ce qui peut exister. Et puis, il a rajouté un module pour faire DVB-S et DVB-S2. Voilà, mais c'est encore prototype, donc c'est pas encore top. Mais le DVB-S, il est très très performant. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le délai décalage dans la transmission et tout est super court. Voilà, donc c'est une de ces idées de remettre à la mode DVB-S quand on fait sur QO100. Parce que ben voilà, si on fait de l'interactif, s'il y a un tout petit délai, c'est vraiment intéressant. Voilà, et puis donc le mode IP over sur DVB. Je m'excuse, j'ai laissé en anglais, je n'ai pas tout retraduit. La présentation, on peut toujours la prendre, et puis avec Google Translate, vous pouvez faire ça en ligne, sans problème. Donc les standards qui supportent, ben, vous voyez tous les FEC ici, les constellations, les frames short, longues, pilote, pas pilote, les symboles rate entre 25 et 4000. Là, il a dans les roll-off, je ne sais pas si vous êtes familier avec les roll-off, donc quand vous regardez là au spectre, vous avez une courbe comme ça, et puis suivant le roll-off, si vous faites par exemple 0,35, c'était DVB-S, donc ça fait un machin un peu comme ça. Puis si vous changez les roll-off, ça devient beaucoup plus vertical, et puis plus il est petit, plus c'est vertical. L'idée, les opérateurs, c'est de coincer le plus de canaux possible dans leur transpondeur, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Donc plus c'est bien pointu, on peut les serrer plus pour avoir plus de canaux. Alors, quand vous regardez sur le spectre de QO100 pour la télé, vous voyez bien les gens qui ont mis des roll-off petits, parce qu'ils ont vraiment le signal qui est bien carré, puis d'autres, parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas qu'on peut régler. Alors évidemment, Évariste, il aime bien explorer des trucs. Donc lui, il a aussi trouvé que c'est un peu gnangnan d'avoir toujours un bon bout de la bande passante qui était bourré de nuls. Quand vous regardez sur le mini-tuner, hein, il vous donne les tranches de gâteau, puis vous voyez, il y a X% la vidéo, X% l'audio, X% les paquets de commandes, d'informations. Puis après, nul. 10, 15, 20%. Suivant ce que vous faites, il y a souvent beaucoup de nuls. Puis c'est de la bande passante faite perdue. Donc, puis c'est difficile à régler, parce que vous pouvez régler bien, par exemple, pour passer une belle qualité d'image, tout ça, alors c'est nickel. Puis vous mettez après une photo, un slide, et puis ça devient horrible, parce qu'il y a tellement peu d'informations qui est passée, tout le reste c'est du nul. Alors il a fait un mode qu'il a appelé variable, fake variable. Il regarde le transport stream qui arrive, et puis il regarde en fait s'il est bien plein ou pas plein à la vidéo et tout ça. Puis en fonction de ça, il change le fake. Donc si tout à coup, disons, vous partez avec une vidéo, alors je sais pas, la fake 3K, ça c'est bien plein, il y a juste, en fait sur le mini-tuner, vous voyez même plus rien du tout. Hein. Il vous dit qu'il n'y a plus de nul là. Et puis vous passez après une photo, et puis là ça descend, il y a moins besoin de vidéo. Alors il change le fait qu'il va le descendre une demi, même un quart. Et vous voyez que ça varie en permanence quand vous regardez avec certains des logiciels. Le mini-tuner, il a un petit peu de la peine à suivre ça, parce que voilà, il a de la peine à suivre. Donc vous n'allez pas tout le temps voir que ça change. Mais si vous faites avec OpenTuner, qui est ici, qui est sous Linux, il est sous Windows, mais le Landmine qui est sur derrière est sous Linux. Donc là, vous voyez, ça change sans arrêt de fake. Voilà. Puis après, donc, on rajoute un truc
qui est de faire varier aussi le gain en fonction du FEC. Donc, c'est une histoire d'essayer d'améliorer au maximum l'utilisation, comme ça, un transpondeur transparent. Donc, quand vous avez une émission, c'est pour ça que ça rouspète quand vous... Il y a des gens qui transmettent avec SR1000 et puis ils sont en dessus de la balise. Vous descendez la sensibilité de tout le transpondeur parce que l'énergie est répartie pour tout le monde. Donc, vous voyez que ça baisse. Bon, à part les problèmes qu'il y a, là, des fois la balise yoyote complètement. Mais vous voyez très bien les différences. Donc, avec ça, on peut aussi ajuster en fonction de ce qu'on transmet, du fait qu'on a choisi. Voilà, et puis, bon, il ne s'arrête jamais parce que je lui ai dit, oui, mais tu sais, moi j'ai bidouillé, on peut faire un spectrum aussi sur le Pluto et tout ça. Donc maintenant, il a rajouté un spectrum donc, sur le port de RX. Vous pouvez vous connecter en parallèle avec un splitter sur votre LNB ou faire d'autres choses. Hein. Puis vous avez un joli spectre, donc vous pouvez regarder aussi. Vous n'avez plus besoin d'avoir la connexion vers la BATC pour avoir le spectre. Et tout ça c'est documenté. Voilà. Donc, et puis comme je vous l'ai dit un petit peu avant, donc, ce qu'il a fait de vraiment génial, c'est d'utiliser ces messages MQTT. C'est un standard qui a été développé par IBM qui ensuite l'a mis dans le domaine public. Donc chaque commande du modulateur ou de Longmind, le récepteur, il y a un paramètre MQTT. Donc il y en a un qui s'appelle FEC. Donc là vous mettez le FEC et puis ça va changer le FEC dans le modulateur. Donc c'est une façon de faire maintenant qui est utilisée dans beaucoup d'applications à travers ce logiciel. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est très très léger, ça fait des petits messages de quelques dizaines de bytes, donc ça passe très bien dans l'Internet. Donc ça veut dire que pour faire des relais ou d'autres applications remote, c'est assez super. Voilà, comme j'ai dit avant, donc, il y a si vous voulez, la version mini-tuner en Linux qui s'appelle Longmind, qui est dans le Pluto directement, donc c'est pas mal. Donc vous n'avez plus que le hardware, vous connectez en USB sur le Pluto, et puis vous avez la réception aussi. Et puis évidemment ça supporte le mode IP. La source. Evaris s'est concentré sur vraiment la chose technique importante. Excuse-moi, j'ai un mot à dire sur Evariste. Il aurait dû être là si on avait fait la réunion samedi, parce qu'il était dans le coin, mais il devait impérativement rentrer dimanche. Oui, ouais, je sais, il m'en a parlé. Ouais. Voilà. Mais la présentation, il l'a vue, je lui avais fait valider. Voilà, donc... lui, il s'est concentré vraiment sur ce qui l'intéresse. Et puis il a dit, maintenant, les interfaces, les GUI, les jolis écrans, les gars, je vous ai donné tout ce qu'il faut pour les faire, donc débrouillez-vous. Voilà. Donc, il y a plusieurs OEM qui ont travaillé là-dessus. Il y a F4 HSL qui a fait tout au début quand il n'y avait rien. Il a fait des batch files sous Windows, parce que bon, une majorité des OEM quand même sont Windows. Grave erreur, mais bon, chacun ses choix. Et puis, donc il a fait quelque chose pour démarrer. Et puis ensuite, il y a un Sud-Africain. Oui, alors j'ai oublié de dire, encore peut-être, il y a un outil qui est fantastique, qui s'appelle Node-RED. Et en fait, il faut vous imaginer que c'est un environnement comme un logiciel d'architecture ou comme GNU Radio. Vous avez des petits modules que vous pouvez prendre et puis les assembler, les lier entre eux. Puis il y en a qui peuvent faire des calculs, additionner quelque chose. Il y en a un qui peut vous envoyer un email, il y en a un qui peut recevoir des emails. Il y a des milliers de petits modules comme ça que vous pouvez assembler.
Vous avez des petits modules pour faire des boutons, des petits modules pour faire des vumètres. Il y a vraiment tout ce que vous voulez à boire à manger. Et avec ça, on arrive à faire des très jolies interfaces pour MQTT. Parce que justement, il y a les modules pour envoyer les commandes MQTT et puis celles pour recevoir ces commandes. Donc dans le software de Evaris, il y a ça. Donc pour la partie réception, il y a tous les paramètres du récepteur ou de l'émetteur qui sont envoyés toutes les secondes. Donc toutes les secondes, vous pouvez lire tous les paramètres de votre réception Longmine, ou vous pouvez lire tous les paramètres que vous avez configurés pour votre émetteur DVB-S2. Et après, il y a les autres paramètres que vous poussez en fait pour configurer. Donc avec notre aide là, moi je ne connaissais rien, ben, j'avais fait pour le mini-tuner justement l'interface qui ensuite est intégrée dans le soft de ZS1 SCI. Il y a un Allemand qui a beaucoup travaillé surtout sur l'intelligence artificielle pour choisir les meilleurs paramètres pour votre transport stream en fonction de la dimension du transport stream que vous aviez, en fonction de la dimension pixel de l'image. Donc il a énormément travaillé là-dessus. Et ce logiciel en fait est très efficient là-dedans. Et il a donné tout le code pour mettre dans DATV Red. Donc le code pour tout ce qui est la partie justement en création du transport stream avec la meilleure combinaison possible a été faite par, il s'appelle Michael d'ailleurs. Donc voilà, vous voyez que c'est intéressant parce que ce qu'a décidé de faire Evaris, ça a créé beaucoup d'émulation et fait faire des très jolis logiciels. Vous verrez, je vous montrerai cet après-midi DATV Red par exemple. Donc ça fait tout. Ça fait émission, réception, tout en même temps. Hein. Donc on peut, un seul logiciel, on a vraiment tout. Donc on a le spectre, on peut cliquer pour choisir la fréquence d'émission, les SR et tout ça. Mais en même temps, vous pouvez aussi cliquer pour faire la réception. C'est vraiment super. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer un peu l'évolution dans le Pluto. Alors évidemment au début, ben voilà, c'est toujours un peu difficile, mal documenté et tout. Et puis maintenant, avec ces jolies interfaces-là, ça vous rend la chose transparente pour les utilisateurs. Évidemment, vous pouvez gérer ça à distance. Hein. Vous pouvez avoir l'interface graphique dans un PC ici, et puis le Pluto qui est sur votre main, pour autant qu'il y ait une connexion Internet qui le connecte au logiciel là. Voilà, donc moi j'en ai fini. Donc il y a un site pour la partie d'Evaris sur GitHub où il y a le logiciel et puis il y a le wiki pour ceux qui s'intéressent de regarder. C'est tout documenté en détail, chaque commande qu'on peut faire. Et pour l'utilisateur lambda, maintenant, bah, il suffit de charger un de ces logiciels qui est existant, comme FAEJP, ou bien DATV Red. Puis, vous n'avez rien besoin d'installer, parce que c'est des logiciels supplémentaires. Donc au début, il faut les installer à la main et tout ça. Maintenant, c'est tout automatique. Vous téléchargez le fichier. Il y a un truc qui s'appelle start.cmd, vous cliquez dessus, ça installe dans votre PC, ça installe tout dans un répertoire, ça ne va rien toucher de votre Windows, c'est dans un répertoire, ça ne vous plaît pas, vous effacez le répertoire, et il n'y a rien qui est touché de votre PC Windows. Ça tourne aussi sous Linux.